incontesté et incontestable du 9e art. Voilà, Milo Manara, c'est un nom, symbole voilà, d'un graphisme, de courbes totalement fantasmagoriques. Il représente la bande dessinée d'aventure, la bande dessinée érotique aussi, évidemment. Beaucoup d'entre vous le connaissent à travers toutes ces bandes dessinées où il nous propose ces femmes magnifiques, mais Milo Manara, c'est beaucoup d'autres choses. Évidemment, on va le découvrir aujourd'hui. Milo, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça vous agace qu'on parle de vous en permanence pour les bandes dessinées érotiques, alors vous faites plein d'autres choses? Bon, je dois dire que je n'ai vraiment rien fait pour éviter d'avoir cette réputation, donc ça va, ça marche très bien comme ça. Je disais un maître incontesté du 9e art, vous hochiez un petit peu la tête, vous vous considérez pas comme un maître de la bande dessinée? Non, c'est une question que quand j'entends une formule comme ça, je suis obligé à réfléchir sur mon âge. Alors je dis, bon, je suis déjà maître, c'est tard maintenant. Vous pensez être maître à cause de l'âge ou à cause peut-être du talent que vous avez? Sûrement. Bon, je crois qu'il y a vraiment beaucoup des autres qui ont plus de talent que moi. Moi, je m'amuse encore à faire de petites histoires comme ça. Je m'amuse beaucoup à dessiner. Donc, c'est toujours l'impression de n'avoir pas mérité le succès. Parce que quand on s'amuse à travailler, quoi, on a toujours le suspect que si les autres s'aperçoivent que tu t'amuses... Aujourd'hui, vous êtes quand même connu, votre nom en tout cas, votre travail, dans de nombreux pays. Est-ce que vous vous en rendez compte de ça? Que vous avez touché un public au-delà justement de la France, de l'Italie, de l'Europe? Oui, parfois, il y a 2 ans, je suis allé en Argentine, à Buenos Aires, et là j'ai trouvé une affection que je n'avais pas idée, parce que c'était l'éditeur espagnol qui distribuait même en Argentine. Et donc, ça c'est surprenant, mais c'est émouvant aussi, et c'est très encourageant, parce que c'est un métier qui peut être aussi fatigant parfois. Et donc, quand on est fatigué, quand la nuit on doit terminer, etc., c'est bien d'avoir arrière à la tête l'affection du lecteur. Ça donne beaucoup de force, de courage. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette reconnaissance, Milo, cette reconnaissance internationale? Est-ce que ça vous donne peut-être plus de liberté dans ce que vous pouvez faire? Et en même temps, est-ce que ça vous contraint aussi, comme je le disais au début, à faire souvent des bandes dessinées aussi érotiques, parce que le public attend le Milo Manara? Oui, ça sont vraies toutes les deux les choses. Moi, j'ai toujours un peu peur de décevoir le lecteur. Et donc, mais quand même, moi j'ai fait un petit calcul comme ça, un estime. Je crois que l'érotisme peut occuper les 50% de notre espace mental. Comme ça, j'ai fait un estime moi. Alors, je crois que si on arrive à faire des bandes dessinées qui ont les 50% d'érotisme, ça marche. Milo, vous vous souvenez, dans votre enfance, est-ce que vous lisiez de la bande dessinée? Non, chez moi, c'était interdit. Ma mère, c'était une institutrice ancienne, donc il avait interdit la bande dessinée. J'ai découvert Barbarella. Pour moi, c'était ça le déclic, quoi, qui a
qui a fait d'éclater tout ma vie, mon intérêt. Quand j'ai découvert Barbarella, j'ai compris que c'est ça ma route, mon boulot. Et donc je suis vraiment pour Jean-Claude Forest parce que vraiment il m'a changé la vie. Quoi. Vous aviez quel âge à peu près, Milo, lorsque vous avez découvert 20 ans, à peu près, oui. C'est-à-dire qu'avant, vous ne pensiez pas à la bande dessinée, avant une vingtaine d'années? Je faisais de la peinture, je faisais de la sculpture. La sculpture, oui. C'est juste à l'atelier d'un sculpteur qui s'appelle Berrocal, Miguel Berrocal, c'était un sculpteur espagnol, qui avait une femme française, et donc sa librairie, il y avait les nouveautés libraires de Paris, et c'est là que j'ai découvert Barbarella, avant qu'il sorte en Italie. Et alors j'ai découvert un univers, une dimension qui était inconnue même pour les autres dessinateurs. Parce que la bande dessinée, surtout en Italie, c'était un truc pour les enfants. Il y avait Mickey Mouse, des choses comme ça. Donc c'est une découverte comme ça qui m'a fait comprendre d'avoir à disposition un monde entier. La possibilité de raconter n'importe quoi, pas seulement l'érotisme, mais aussi l'aventure d'un point de vue adulte. Il y a un tournant important, j'imagine, dans votre carrière, c'est la série des Giuseppe Bergman. Comment c'est arrivé, cette série? C'était une envie de votre part et puis une rencontre aussi, j'imagine. Ça, c'était pour un autre grand personnage qui a marqué ma vie, c'est Hugo Pratt. Alors, il m'a obligé à écrire moi-même le scénario. Avant, je n'ai jamais écrit de scénario. Pourquoi vous n'écriviez pas avant le scénario, Milo? Parce que j'étais convaincu de n'avoir pas la qualité, la possibilité de le faire. Moi, je me considérais toujours un dessinateur, donc je croyais que le scénario, c'était un boulot, un autre boulot, une chose pour les scénaristes. Et alors, quand Hugo Pratt m'a obligé à écrire, moi, j'écris la difficulté d'écrire. J'ai fait une histoire sur la difficulté de faire une histoire sur l'aventure. Et c'est un peu la même position qu'il y a dans un film de 8,5 de Fellini, où il raconte la difficulté de faire un film, de faire surtout le deuxième film, après le grand succès de La Dolce Vita. Il était bloqué, quoi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire après La Dolce Vita? Il a raconté sa difficulté comme ça. Et moi, j'ai fait le même choix. J'ai dit, bon, je ne peux raconter rien d'autre qui m'a difficulté par rapport à l'aventure. Parce que, comme m'a appris Hugo Pratt, l'aventure, c'était quand même une dimension aussi révolutionnaire, pas désengagée du tout. Quand à l'époque, les 68, on pensait que les désengagements, l'évasion, c'était quelque chose de méprisant. Et Hugo Pratt, il pensait tout à fait au contraire. Il disait que l'aventure, il a dans soi-même une pulsion libertaire qui est quand même révolutionnaire. Et il m'a convaincu. Et donc, j'ai commencé à le raconter. Encore dans notre monde post-industriel, il y a la possibilité de vivre une aventure romantique. Hugo Pratt, HP, hein, dans la série. Alors, série, vous le scénarisez finalement, Hugo Pratt. Et est-ce qu'il était aussi à vos côtés lors de l'écriture? Est-ce que vous lui avez demandé, je ne sais pas, des conseils, une relecture? Est-ce que... Oui, pas d'une façon de maître, quoi, mais d'une façon d'ami.
Et donc, oui, je lui racontais l'histoire à peu près comme j'avais l'intention de faire. Et il m'a toujours encouragé. Après, il m'a presque rien changé. Il m'a suggéré des choses, par exemple, les noms même des personnages qui s'appellent Giuseppe Barma. C'est lui qui me l'a suggéré. Même certains trucs dans la finale. Moi aussi, j'ai gardé un son écrit dans le final de la première histoire. Il y a un écrit de Hugo Pratt formidable que j'ai gardé à la lettre dans mon histoire. Donc il a eu une importance fondamentale, soit pour moi-même, soit pour la première histoire que j'ai faite. Il vous manque aujourd'hui, Hugo Pratt? Ah oui, bien sûr. On était vraiment des compagnons. Hein. On s'est entendu écouter tous les jours au téléphone, ou sinon on ne se voit pas. Donc, comme il était vénitien, il n'avait pas ni le permis ni la voiture. Alors c'est moi que je l'accompagnais en Espagne, ou à Fécamp, ou en Italie, partout, comme ça. Donc on était vraiment très liés. On était de la même région, on parlait le même dialecte. On a travaillé ensemble. Je suis orgueilleuse de pouvoir dire que je suis le seul dessinateur pour lequel... Vous avez fait 2 albums ensemble avant la série. Ouais, hein, ouais. Ouais. On avait le projet de faire un 3e, 4e, etc. Mais malheureusement, les choses sont passées comme ça. Il y a une autre rencontre, j'imagine, qui est importante, c'est celle de Federico Fellini. Oui. Mais est-ce que c'était un ami comme Hugo Pratt ou est-ce que c'était plus une rencontre par rapport à ce que vous avez fait ensemble, quoi? Oui, c'était pas un ami comme Hugo Pratt, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de confiance. J'ai même dormi une nuit dans la même chambre d'hôtel que Fellini et Giulietta Masino. C'est pas mal. On devait travailler sur l'histoire, donc il n'y avait pas de place à l'hôtel. J'étais obligé de me rester une nuit en plus. Et donc j'ai dormi, mais quand même Fellini c'était toujours un monument. Un monument, oui. Oui, j'avais toujours un respect énorme. Je n'aurais jamais osé de lui parler comme quand je parlais à Hugo Pratt. Et par contre, c'est le personnage qui plus m'a influencé, je crois, à travers son cinéma, beaucoup avant de le connaître. J'avais un vrai respect religieux, vénération pour Fellini, beaucoup avant de le connaître. Après, quand je l'ai connu, je ne croyais même pas mes yeux. C'était vraiment Fellini. Et ça, ça a duré par toutes les années, les 10 années qu'on s'est fréquentés. Alors, comment on travaille avec le pape du cinéma? Le pape. Fellini il avait l'intention de faire un film sur l'histoire du pape. C'est vrai. Et si je serais curieux de savoir comment il aurait traité le pape Borgia, en fait, ouais. Alessandro VI, parce que c'est un phénomène quand même. Milo, on va parler évidemment de l'érotisme, Ah oui. du sexe. Vous êtes plutôt un auteur érotique ou pornographique? Mais la différence entre les deux, bon, il y a une réplique de Woody Allen, que c'est formidable. Il dit la pornographie, c'est l'érotisme des autres. Je trouve formidable, parce qu'en effet, c'est le regard de chacun de nous qui transforme l'érotisme en pornographie. Ça qui on considère acceptable pour des autres, peut-être que ce ne soit pas du tout acceptable. Donc, en réalité, je crois qu'il soit juste une question de respect pour les lecteurs. Si je raconte l'érotisme pour gagner de l'argent, je crois qu'il s'agit de pornographie. Si je raconte l'érotisme, la même histoire, pour passion,
Je crois qu'il s'agit d'érotisme. Voilà, c'est pas que sur la salle. Donc vous aimez plutôt montrer que suggérer? Tous les deux. Parfois il faut suggérer, parfois il faut montrer pour moi. Je ne veux pas avoir de limites. Enfin, mettre des limites comme ça, artificielles, je ne trouve pas que ce soit juste. Si on considère que ce soit juste et nécessaire de montrer, je n'ai pas de problème à montrer. C'est pas plus facile faire de l'érotisme que faire des autres choses. Hein. Donc il ne faut pas penser que l'érotisme soit une chose comme un truc qui permet de gagner beaucoup d'argent, c'est pas vrai du tout. C'est difficile, si on le fait avec un certain respect, avec un certain amour, peut-être que ce soit aussi plus difficile que faire des autres choses. Il s'agit de construire une situation qui soit érotique, et donc après, je ne me pose pas de limites vraiment. Je n'ai aucun problème à faire de la pornographie, si jamais je crois que c'est important de le faire. L'important, c'est de garder une certaine sacralité de l'érotisme, même s'il y a de l'humour parfois, pas beaucoup, pas trop, parce que l'humour, c'est pas un bon ami de l'érotisme. Si dans un lit, un couple commence à rigoler, à rire, l'érotisme, c'est tué. Ah, tout tombe, hein. Oui, ça c'est sûr. Tout tombe. Hein. Donc il ne faut pas exagérer. C'est rare. Malheureusement. Non, oui, c'est rare d'avoir un juste équilibre humour, érotisme. Par exemple, Wolanski, il arrive parfaitement à faire ça, à garder soit l'érotisme, soit l'humour. Mais il est moins dans l'action. Oui. Mais ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut mélanger un peu les choses, mais avec une certaine sensibilité. Ouais. Mais est-ce que vous avez une préférence lorsque vous scénarisez et lorsque vous créez justement cet érotisme? Je ne sais pas, est-ce que vous préférez, ça tient évidemment du fantasme personnel et du fantasme collectif, mais est-ce que vous préférez dessiner des femmes entre elles, un couple, quelque part dans un cinéma par exemple, comme dans Le Déclic, une scène qui est bien connue, est-ce que vous préférez dessiner une pénétration, qu'est-ce qui vous plaît vous finalement lorsque vous avez votre pinceau, votre crayon au bout de la main? Mais pour moi, la chose qui m'intrigue, m'intéresse plus, c'est le scandale, le public scandale. Alors que moi, j'ai la réputation d'être un auteur érotique, mais je crois de n'avoir jamais dessiné un couple en train de faire l'amour, de la pénétration ou quoi, dans une chambre de lit. Sauf peut-être les Borgiac, alors le scénario, c'est pas à moi. Mais autrement, c'est pas une chose qui m'intéresse beaucoup de voir un couple en train de baiser, on peut le dire, un scénario. Ah oui, on peut le dire, oui, oui. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus amusant, plus intéressant, les publics scandales. Quelque chose qui passe en public, comme ça, qui scandalise. C'est ça que je trouve très amusant. Et est-ce que pour créer la réalité de la situation, le réalisme, pour que le lecteur justement soit frappé par ce qu'il voit, est-ce que pour dessiner une scène d'amour, est-ce qu'il faut avoir, Milo, envie de faire l'amour, par exemple? Oui, je crois que ce soit possible, ça, oui. En effet, quand on devient plus âgé, trop âgé, je trouve que l'érotisme, ça prend une rue plutôt intellectuelle que physique. Peut-être que tout s'élève dans la tête. Et quand on est plus jeune, c'est tout plutôt en bas. Pour dessiner un couple, il faut désirer d'être un couple. Oui, oui. Mais est-ce qu'il faut désirer d'être dans la situation ou de regarder la situation? Je crois plutôt de regarder la situation, parce que il faut. Je crois que pour les lecteurs, ce n'est pas vraiment intéressant de savoir certaines habitudes sexuelles de n'importe qui, mais c'est plutôt intéressant de voir une chose qui l'intéresse lui-même, c'est-à-dire quelque chose de public, de partagé, quoi.
Alors vos bandes dessinées érotiques, vous les partagez, hein, puisque vous avez beaucoup de lecteurs. Dans la tête, oui. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, enfin en tout cas autour de moi, lorsque j'ai dit que je recevais Milo Manara, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont parlé de vous. Ça veut dire que beaucoup de femmes lisent aussi vos bandes dessinées érotiques. Vous Oui, le saviez ça? C'est une surprise. Oui, je le sais parce que quand on fait des dédicaces pendant des festivals comme ça, je vois qu'il y a beaucoup de femmes, plus de femmes d'hommes, des filles comme ça. En général, ils me demandent des dédicaces pour faire des cadeaux à les fiancés, Ouais. les boyfriends. Mais en général, quand même, ce sont plus des filles. Donc vous avez le Même, sentiment que vous écrivez, que vous dessinez, à la fois pour les hommes et pour les femmes? Oui, je ne pense pas vraiment à ça quand je raconte. C'est naturel. Oui, et je reçois beaucoup d'emails, surtout des filles, qui me proposent me mandent des photos pour les dessiner dans des... Vous avez de la chance, Milo. Oui, ça, c'est de la chance. Oui. Moi, on m'envoie pas de photos. Mais je reçois beaucoup, vraiment. Hein. On parlait tout à l'heure d'Alejandro Jodorowsky. Hein. Vous travaillez avec lui sur la vie des Borgia, hein, justement. Là, j'imagine que c'est un vrai plaisir pour vous, car à la fois, il y a les histoires érotiques et sexuelles, et puis il y a l'aspect historique, c'est-à-dire remettre dans ce contexte de l'époque cette vie tumultueuse, sulfureuse. J'imagine que c'est un vrai plaisir pour vous de mélanger les deux, l'histoire et le sexe. Vous avez deviné, oui, absolument. Parce que pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir faire des repérages, des recherches sur les costumes, etc. Chose que c'est très passionnant, mais aussi facile, parce que c'est une période là où on a beaucoup de documentation, de tableaux, de fresques, des choses comme ça. Donc, il s'agit juste de choisir les choses plus adaptées, mais on n'a pas de difficulté à trouver ça. Et pour moi, c'est vraiment un fait de me plonger dans la Renaissance, de voir, de reconstruire avant tout pour moi dans la tête le monde de la Renaissance. C'est une chose vraiment amusante et passionnante. Et donc, même parce qu'il y a des peintres qui sont mon idole, il y a Botticelli, il y a Raphaël, Michel-Ange, il y a beaucoup de peintres mythiques, pas seulement pour moi, bien sûr. Et donc, c'est très... Quand il m'a proposé cette histoire, j'ai dit oui, tout de suite. Après tout, je crois qu'il faudrait un dessinateur italien pour raconter cette histoire, c'est très italien. C'est très italien, c'est vrai. Mais c'est une église qu'on connaît plus aujourd'hui. C'était une église à l'époque où le pouvoir et le sexe dominaient plus que la religion en elle-même. Bien sûr. Oui, l'Église, je crois que soit a changé. Mais par contre, la politique, je ne sais pas si c'est vraiment changé dans son esprit. Parce que après les Borgia, il y avait aussi Machiavelli qui a été encore aujourd'hui cité comme quelqu'un de très important dans la réelle politique d'aujourd'hui. Sur les Borgia, vous travaillez la couleur sur les planches. Oui. Vous aimez autant le noir et blanc que la couleur ou c'est un plaisir différent? C'est plutôt un plaisir différent. Moi, j'ai considéré essentiel pour la Renaissance les couleurs. Parce que nous, en Italie, on n'a pas vraiment une tradition de dessin. On n'a pas eu Dürer, on n'a pas eu Doré. On n'a pas eu de grands dessinateurs. Juste Piranesi, mais c'est surtout une chose d'architecture, ce n'est pas la figure dessinée. Chez nous, le dessin, c'était surtout préparatoire pour la peinture.
c'est la peinture, la chose la plus importante. C'est pour ça aussi que je crois que l'école de bande dessinée italienne a appris beaucoup de l'école française, de l'école belge, etc. Parce que nous, on n'était vraiment pas portés vers le dessin. Mais quand même, j'apprécie beaucoup l'histoire en noir et blanc. Quand je peux, je préfère des fois de faire noir et blanc. Même parce que je considère que si la bande dessinée veut avoir une chance de survivre par rapport au cinéma, qu'aujourd'hui, le cinéma, avec tous les effets spéciaux, peut vraiment raconter n'importe quoi, peut raconter des choses qui, avant, c'était juste la bande dessinée qui pouvait raconter, des fantasies, des visions spectaculaires que juste la bande dessinée pouvait le faire. Maintenant, le cinéma peut raconter tout. Et donc, si on veut défier le cinéma sur son terrain, c'est déjà un défi perdu. Quand on pense à un scénario cinématographique, on pense déjà des choses que c'est possible de faire, combien il coûte, etc. Alors que la bande dessinée ne doit pas avoir de ces problèmes. Alors, les papiers, peut-être aussi un peu moches, les blancs et noirs, etc., ça donne la possibilité de faire des albums très cheap, quoi. Et donc, il faut vraiment que les albums de bande dessinée se trouvent partout comme ça, comme en Chine, comme en Japon. En Japon, on vend 1 million d'exemplaires chaque semaine. Et les papiers, c'est vraiment très moche. C'est toujours en noir et blanc, etc. Et ça fonctionne, parce que c'est une histoire quand même. Si on arrive à se plonger dans l'histoire, on oublie qu'il n'y a pas de couleur, on oublie que c'est pauvre les moyens. On rentre dans l'histoire et tout commence comme ça. Milo Manara, merci. Bon, merci à vous, c'est une très belle interview. Merci beaucoup pour tout, pour votre œuvre, votre passion et puis pour tout ce qui va venir. Beaucoup de choses en tout cas, on attend beaucoup. Il y a beaucoup qui est très peu. Bon, merci Milo, c'est la fin de ce portrait, cette émission voilà, consacrée à Milo Manara. Je voulais remercier les éditions Glénat Vendouest Drugstore et Caroline Longuet qui m'a permis justement de recevoir Milo Manara. Ciao et à la semaine prochaine. Chaque semaine, Parlement Hebdo confronte une personnalité politique à l'actualité parlementaire. Présenté par Emmanuel Kessler pour Public Sénat et Émilie Aubry pour la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlement Hebdo, c'est un retour très complet sur les grands moments du Sénat et de l'Assemblée. Toi, tu es en quelle classe? CE1. Tu es CE1. Pendant des mois, le réalisateur Adrien Rivolier s'est installé dans le bureau de 2 juges pour enfants à Lyon. Il a filmé les audiences de ces juges